Salut tout le monde, bienvenue au balado de tennis à la volée. Cette semaine à l'émission, on revient bien sûr sur le triomphe de Stefanos Tsitsipas au final de l'ATP. On va parler de la Coupe Davis qui est bien entamée depuis 2 jours déjà avec les matchs de la phase de groupe. Et on a aussi une entrevue à vous proposer. On va parler avec Sylvain Bruno. Maxime Tousignan, salut. Ça va bien, Max? Ben oui, toi? Yes, surtout avec un beau programme comme on a aujourd'hui. Là, déjà, on peut dire le Canada qui est qualifié pour les quarts de finale à la Coupe Davis en vue à la suite de son triomphe contre l'Italie la première journée. Et là, Denis Shapovalov vient tout juste d'offrir la victoire en fait contre les États-Unis. Vachek Pospisil qui avait battu Ryan Opelka en début de journée. On va avoir la chance d'en parler un peu plus tard. Tu l'as mentionné, Stefanos Tsitsipas. Mais je pense qu'il faut rentrer dans le vif du sujet et notre entrevue avec Sylvain Bruno qu'on a la chance d'avoir au bout du téléphone. Salut Sylvain. Salut, ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien, merci. Merci de prendre quelques minutes de ton temps pour nous parler. Ça me fait plaisir. Écoute, Sylvain, la saison est terminée maintenant depuis 2 semaines avec les finales de la WTA. As-tu le temps de faire une petite rétrospective de ta saison avec Andreescu? Écoute, évidemment, une très, très belle année sur le plan des résultats avec de très, très grands titres. Et puis, donc, une année vraiment, je dirais, surprenante un peu. On s'attendait pas nettement à ça en 2019, de terminer 5e mondial, de participer au championnat de fin de saison. Je vous dirais que peut-être le petit côté moins drôle, c'était les blessures là, qui l'ont miné au cours de la saison, mais dans l'ensemble, une saison remarquable. Toi, Sylvain, comment tu as vécu peut-être le tout plus sur le plan personnel, parce que c'était ta première saison justement à travailler à temps plein avec Andreescu sur le circuit. Comment tu as vécu ça? Puis il faut le dire, tu l'as mentionné, il y a eu les blessures, mais aussi tous ces triomphes que tu as vécu en fait auprès de ta joueuse. Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est un gros changement parce que j'ai commencé avec elle en mars 2018 et là, on a vagabondé dans les petits tournois pour toute l'année 2018, dans les petits tournois Challenger. Et c'est sûr qu'en 2019, avec son coup d'éclat à Auckland, ça a mis les choses en place pour changer, passer des challengers au grand circuit et ensuite le résultat à Indian Wells. Donc, c'était tout autre. Puis, c'était une super expérience parce que honnêtement, je dois l'admettre, même pour moi, j'avais passé du temps avec Eugénie dans les grands tournois, avec Alexandra Wozniak, avec d'autres joueurs par le passé, mais quand même d'accompagner sur le plan privé, sur le plan personnel. C'est pas privé, là, parce que c'est toujours à travers Tennis Canada, mais comme entraîneur personnel, une joueuse qui atteint les finales, la Coupe Rogers, des internationaux de New York, qui fait championnat de fin de saison, je dois l'admettre, pour moi aussi, c'était une première. Ben justement, c'est de belles reconnaissances pour toi qui étais à Tennis Canada, si je ne me trompe pas, depuis 1988. Il y a de belles reconnaissances pour toi, un des 3 entraîneurs finalistes pour le titre d'entraîneur de l'année sur la WTA avec l'entraîneur d'Ashley Barty et puis celui de Donna Vekic aussi. Il y a aussi eu le prix Jack Donoghue qui t'a été remis pour le titre d'entraîneur sportif de l'année au Canada. C'est vraiment de beaux honneurs tout ça là, pour toi. Clairement, c'est sûr que ce sont des très, très belles mentions. Le titre d'entraîneur de l'année au Canada, c'est sûr, tout sport confondu, c'est une très, très belle marque. Évidemment, c'est pas étranger aux très bons résultats que Bianca a obtenus cette année. Je pense que ça a un lien direct. Et puis, c'était aussi une reconnaissance des années passées pour Tennis Canada. Donc oui, super beau prix. Puis, on verra pour la WTA, effectivement, là aussi... je fais partie des 3 finalistes, mais je pense peut-être que l'entraîneur de Barty part favori. On verra. On verra avec les résultats. J'aimerais, Sylvain, que tu nous parles un peu comment tu as vécu justement cette transition, parce qu'on te connaissait au cours des dernières années comme le capitaine de la Coupe Fed et maintenant de passer, on sait comment tu aimais travailler avec toutes les joueuses au pays, maintenant passer à une seule joueuse. Comment tu as vécu un peu cette transition? Mieux que je pensais, pour être honnête. C'est pas la première fois que je le dis, mais au départ, c'était pas mon plan, c'était celui de mon patron, Louis Borfiga, qui est responsable de l'élite au Canada. C'était vraiment sa vision de faire en sorte que j'étais pour délaisser la Fed Cup. Ça faisait 10 ans que j'étais capitaine, à peu près 16 ou 17 que j'étais entraîneur ou capitaine, que j'étais impliqué avec la Coupe Fed. J'étais aussi entraîneur en charge du tennis féminin, ça je le demeure. Donc, j'avais un rôle où j'aidais un peu tout le monde. J'étais pas à fond avec une joueuse en particulier, mais j'étais un peu partout. Puis j'aimais bien ça, d'aider un peu tout le monde, parce que j'ai des bonnes relations aussi avec des joueuses comme Carole Zaou, Françoise Abanda, Eugénie, évidemment, Rebecca Marino, et même les plus jeunes qui sont montantes, comme Leila Fernandez. Et là, je savais qu'avec un transfert de responsabilité comme ça, où j'abandonnais la Coupe Fed, où je me concentrais vraiment sur une seule joueuse, que j'aurais moins de temps pour les autres, ça va de soi. Et puis, j'avais peur que ça fasse peut-être pas d'effroi, mais que ça change des relations.
et tout ça. Puis, mais évidemment, ça s'est très bien passé. Les filles ont été super cool, toutes les autres, donc c'est pas de problème de ce côté-là. C'est sûr que l'expérience que j'ai vécue cette année, c'était incroyable. Sylvain, on a eu une très belle fenêtre sur la relation que tu as avec ta protégée Bianca Andreescu en finale à Indian Wells. Là. Évidemment, ça s'était devenu viral, le speech de motivation que tu avais eu pour elle durant son match contre Angélique Kerber. Ça, c'est ce qu'on peut voir de notre côté. Mais je suis curieux de savoir, c'est quoi ou juste c'est comment de travailler avec Bianca Andreescu au quotidien, parce que des fois, on tend à oublier qu'elle n'a même pas encore 20 ans. C'est une teenager, mais on peut voir qu'elle a une maturité. Ça se voit même de l'extérieur, là, même que Serena Williams avait parlé d'elle comme étant une vieille âme, là, une old soul, une fille qui dégage plus que son âge, en fait. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette perception de l'extérieur-là? Sur certains plans, oui. C'est une fille qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Il y a un volet où je dirais que tu as tout à fait raison. Il y a un autre côté d'elle, c'est encore une jeune fille de 19 ans, qui est une adolescente, puis qui aime plein de trucs. Donc, c'est un bon mariage des deux. Mais pour un entraîneur, non, c'est vraiment une athlète vraiment, je dirais pas facile, parce qu'à ce niveau-là, il n'y a rien de facile, mais quand même une athlète très agréable avec laquelle travailler. Elle est très dédiée à son tennis, très dédiée à s'améliorer, à progresser sur tous les plans, que ce soit sur le terrain, quand c'est temps de bosser sur le terrain, puis vraiment le tennis, mais aussi en salle, pour le fitness. Évidemment, elle a eu beaucoup de blessures, je le mentionnais en début d'entretien, donc quand c'est pour la récupération ou tout ce qui est le rehab, elle est très, très sérieuse aussi. Donc, puis elle met, je te dirais que même l'aspect mental, tout ça, donc c'est vraiment fun pour un entraîneur. Je me suis régalé aussi parce que sur le plan de son jeu, elle a un jeu un peu qui sort du jeu typique traditionnel sur le circuit féminin. Les filles sont très puissantes, puis on frappe fort, on prend en balle tôt. On a développé un style de jeu un peu plus avec plus de variations, faire plus de trucs. Donc, les plans de match sont le fun parce qu'on fait plus de choses, à l'entraînement aussi. Donc, tu mets tout ça ensemble. Donc, c'est super le fun. Puis, c'est une fille qui sait où ce s'en va. Donc, faut que je sois préparé quand même. Même si elle a 19 ans, elle aime donner son opinion. Puis, tu as besoin de bien présenter la tienne si tu veux la convaincre de quelque chose. Là, c'est pas... je vois quand même une évolution là-dessus par rapport à quand on a commencé en mars 2018, où là, tout ce que je disais, c'était oui. Maintenant, on a de bonnes discussions, puis elle a, avec son classement qui a progressé, l'expérience qu'elle a prise, tu vois aussi qu'elle prend une place différente là, dans la relation. Est-ce que vous avez justement eu la chance de discuter ou est-ce que Bianca sait où est-ce qu'elle s'en va justement là, pour la prochaine année en 2020, des objectifs déjà établis? On sait que déjà pour la fin de saison, elle souhaitait terminer dans le top 3. Bon, ça ne s'est pas réalisé au final, puis avec les blessures qui sont survenues, mais y a-t-il déjà des objectifs qui ont été mis sur la table? Pas encore, parce qu'elle a terminé le tournoi là-bas. Puis oui, on a touché sur comment on veut que ça fonctionne, le off-season, comment on va faire les choses pour le début d'année. Mais c'est sûr qu'il y a encore des points à discuter par rapport aux objectifs. En ce qui concerne les objectifs de résultats, de performance, je pense que lorsqu'on va reprendre l'entraînement, ce qu'on n'a pas encore fait, on va prendre du temps pour vraiment fixer des objectifs clairs, précis par rapport à l'année prochaine. Je pense qu'une autre chose que vous allez vouloir probablement discuter ensemble, c'est un peu de la gestion de toutes les demandes, de toutes les requêtes, autant du côté médiatique que promotionnel, que sponsorship. Là, et j'imagine qu'il y a eu un moment dans cette folie-là qui a suivi la Coupe Rogers à Toronto et l'US Open, où toutes les demandes, les sollicitations, ça pouvait devenir un peu étourdissant tout ça, pour autant du côté de la joueuse que de son coach. Non, clairement, je te dirais qu'on a eu un avant-goût après Indian Wells. C'est sûr que, comme tu dis, après Toronto et après New York, c'était encore d'autres choses. Donc, on a eu un peu de préparation au mois de mars. Mais oui, ça va être un défi. Ça va être un truc à bien gérer dans la prochaine année. Son statut a complètement évolué, a complètement changé. Elle est passée d'une illustre inconnue, il faut le dire, lorsqu'on avait, par exemple, en Australie en début d'année, l'année prochaine. Puis là, c'est sûr que ça va être différent cette année. Donc, l'attitude des fans, des responsables dans des tournois, les médias, donc tout a changé. Alors, faut s'ajuster parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a plein de trucs qui sont vraiment agréables à faire pour une fille de 19 ans, mais il faut bien décider. Puis, elle a beaucoup d'ambition.
Elle a de grands projets, donc il faut rester concentré sur ce qu'il y a à faire et pas trop s'éparpiller. Comment tu as vécu justement le changement un peu de statut de Bianca au fur et à mesure que la saison avançait et que les joueurs commençaient à s'ajuster à son jeu? Tu as parlé de son plan de match qui est le fun à faire justement parce que ça permet toutes sortes de variations, mais j'imagine que tu as vu aussi ses adversaires s'ajuster au fil de la saison, plus ils affrontaient souvent Bianca. Oui, c'est sûr que faut le dire, on avait quand même un petit avantage sur on parlait beaucoup de son dossier contre les joueurs du top 10. À un moment donné, je pense que c'était 8-0 ou quelque chose comme ça. 8 victoires, 0 défaites. Mais il faut gagner les matchs, c'est clair, puis il faut y croire, mais elle avait un petit avantage parce elle jouait toujours des joueuses qu'elle connaissait bien, qu'on était capable de bien décortiquer le plan de match, des forces et faiblesses, alors que l'inverse était moins vrai. Je pense que cet avantage-là est disparu. Je pense que maintenant, tout le monde l'attend. On sait ce qu'elle est capable de faire. Les amortis qui, en début d'année, surprenaient tout le monde, c'est moins le cas. Donc, c'est comme ça. Faut s'habituer avec ça, mais c'est sûr que les filles l'attendent. Une dernière de mon côté, là, nous en tant que spectateurs, on s'est tous régalés de plusieurs matchs de Bianca cette année. On sait qu'elle nous a offert plusieurs super beaux matchs contre justement pas les premières venues, là, souvent des top 10. Puis on est un peu curieux de savoir contre qui va s'installer les belles rivalités en 2020-2021 et pour la suite des choses. Moi, je pense entre autres à ce super beau match que Bianca, ça a été une défaite, là, mais son quart de finale à Beijing contre Naomi Osaka, c'était vraiment du bonbon. Malheureusement, ça mettait fin à une longue série de victoires pour elle, mais ça nous donne peut-être un avant-goût du genre de rivalité que ces deux-là peuvent avoir pour la suite. Oui, écoute, je pense qu'il va y avoir de belles rivalités, notamment celle contre Osaka. C'est pas encore commencé, ils ont joué une seule fois. Mais si on veut regarder quand même deux jeunes joueuses qu'on peut penser qu'ils vont avoir de bons résultats pour plusieurs années à venir. Donc, c'est sûr que Osaka fait partie de ceux-là. Faudrait penser à Barty, ils se sont jamais joués. Et puis, il y a beaucoup de jeunes joueuses aussi qui sont encore peut-être moins bien connues. Des jeunes américaines qui vont très bien jouer. C'est sûr, il y a Coco Gauff qui a fait parler d'elle. Mais il y en a quelques-unes d'autres qui, je pense, vont émerger. Et puis, c'est sûr, on va voir aussi, si on regarde complètement dans l'autre sens, dans l'autre spectre, Serena Williams, je ne sais pas encore combien de temps elle va jouer. Mais il y a une petite rivalité, même s'ils se font jouer seulement 2 fois. Là, il y a quand même, les gens sont intéressés dans leur match-up. Donc, c'est sûr faut prendre rien pour acquis de la part de Bianca parce qu'il va y avoir de la très bonne compétition. Justement, là, on s'en va avec cette entre-saison. Est-ce que tu peux t'accorder, toi, une petite période de congé avant de retourner sur le terrain et de repenser focus tennis? Ben oui, je le souhaitais pour Bianca. C'était important de faire le vide, puis après, pour mieux faire le plein, puis se relancer dans l'aventure. Puis c'est un peu vrai pour tout le monde dans l'équipe, du préparateur physique, le physio, incluant tout le monde, puis la même chose pour moi. Donc là, en ce moment, je suis dans ça. Là. Je suis dans le repos un peu. Je fais d'autres choses, pas trop de tennis. Je me change les idées en sachant que début décembre, on va recommencer à travailler fort puis tenter de préparer 2020 comme il faut. Donc, je pense que c'est important. Ça fait partie littéralement de l'entraînement de parfois se reposer puis de faire des moments de repos comme ça ou d'inaction puis de rester loin des courts. Merci beaucoup, Sylvain, pour cet entretien puis toutes les fois que tu nous as parlé également cette saison. Merci pour ta générosité. Puis félicitations encore pour la saison. Oui, pour les accomplissements. Merci beaucoup. Très gentil, les boys. Merci. Merci, au revoir. Ciao. Non, vraiment intéressant encore une fois les propos de Sylvain Bruneau sur une saison qu'on ne cesse de répéter comme étant extraordinaire et inattendue pour Bianca Andreescu, mais c'est intéressant de voir aussi comment lui a vécu cette transition, que c'était pas son idée à la base de vouloir être entraîneur personnel, comme il le mentionnait, d'une joueuse sur le circuit. Pour l'avoir vu également à la Coupe Fed, pas cette année, mais l'an dernier en seul Montréalais, il a cette touche avec chacune des joueuses. On dirait qu'il est capable d'aller chercher justement le meilleur en elle, puis pouvoir les motiver. Puis on l'a très bien vu cette année, tu as bien fait de le mentionner, ce match contre Kerber. En fait, on dirait que ça a mis les deux, tant Andreescu que Sylvain, sur la map un peu, parce que c'est rare qu'on voit comment le poids d'un entraîneur peut être direct dans une rencontre, mais là, à ce moment précis, on le sentait vraiment. Le discours de Sylvain a relancé Bianca Andreescu pour qu'elle file vers la victoire par la suite. Oui, on voit qu'il a vraiment les qualités humaines
en plus d'être un bon coach du côté tactique, là, évidemment, il a amené Andreescu au niveau supérieur en passant comme ça de la 152e à la 5e place mondiale. Tu fais pas ça seulement en ayant de beaux mots entre les jeux durant un match. Il faut vraiment que tu sois excellent du côté stratégique aussi. Mais effectivement, là, il nous a prouvé, puis à chaque fois qu'on l'a en entrevue, on a la preuve aussi à quel point qu'il est un homme réfléchi, analytique, puis je pense que c'est quelque chose qui aide vraiment sa protégée à grimper les échelons. Exactement, ça va de voir comment ils vont s'ajuster les deux pour le plan de match en fait pour 2020. Certains l'ont dit, ils l'ont pas nécessairement établi, mais de la manière qu'ils nous répondaient, on sait qu'Andreescu a déjà une petite idée derrière sa tête. Puis c'est vrai que ne se gênait pas pour mettre, on dirait, la barre encore plus haute chaque fois. Là, on commençait l'année, c'était top 50. Par la suite, ça a rapidement été le top 10, même top 5. Puis là, elle avait même dit le top 3 mondial. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que la suite nous réserve en fait. Beaucoup de points à défendre, ça c'est évident, mais aussi plusieurs tournois pas joués en raison de ses nombreuses blessures, de son 4 mois, entre autres, là, cette période-là où elle n'a pas joué. Donc, il va y avoir une pression là, mais il va aussi y avoir des opportunités. Le début d'année sera très intense. Tu fais bien de le mentionner. En fait, jusqu'à Indian Wells, il y a des points qu'elle peut aller chercher toujours en Australie au premier Grand Chelem de la saison. On se souvient qu'Auckland, elle avait très bien fait. On a mentionné Indian Wells. Il y a toute la saison, tu le dis, sur terre battue qu'elle n'a pas fait. Puis c'est censé être l'une de ses surfaces favorites pour elle. Donc, ça sera de voir qu'est-ce qu'elle pourra faire, évidemment, ensuite sur dur. Mais là, depuis la Coupe Rogers, en fait, c'était tout simplement sublime du côté d'Andreescu. Mais là, on est encore loin, évidemment. Oui, on va lui laisser ce mois et demi de repos bien mérité. Puis c'est la même chose pour Sylvain, j'imagine. Tout à fait. Mais on peut, je pense, revenir, en fait, sur... il y avait du tennis dernièrement, les finales de l'ATP. Donc, question de conclure la saison véritablement pour ce qui est des matchs de simple et de dos. En fait, pour le classement, parce qu'il reste, somme toute, la Coupe Davis en ce moment du côté des hommes. Mais une belle victoire, en fait, du jeune grec de 21 ans, Stefanos Tsitsipas. Et je vais lancer la première stat parce que je suis toujours heureux de pouvoir parler de Lleyton Hewitt. En fait, à 21 ans, il devenait le plus jeune depuis Hewitt. L'Australien a remporté ses finales de l'ATP, donc je voulais faire le petit clin d'œil. Maintenant, je te laisse la place. Je m'étais aussi noté ça. Lleyton Hewitt, à 20 ans, en 2001, avait été le dernier à avoir remporté... dans le fond, il est le plus jeune depuis Hewitt en 2001. Est-ce que tu sais qui était l'adversaire de Hewitt en finale cette année-là? Question quiz, mais c'est pas évident. Là. C'est Sébastien Grosjean, le Français. Donc, les temps changent. Je sais que j'ai pas laissé beaucoup de temps à nos auditeurs pour y penser, mais si quelqu'un le savait... De grandes félicitations pour vous. Tout à fait. Ça aurait été plus facile de déterminer les années qui ont suivi. En fait, entre 2006 et 2015, c'était soit du Djokovic ou Federer qui remportaient les finales de l'ATP. Je pense qu'ils ont remporté 9 des 10 finales lors de cette période. Et depuis 2016, maintenant, on a le droit à 4 gagnants différents de ces finales, en commençant par Andy Murray. On a eu Grigor Dimitrov l'année suivante. L'an dernier, on se souvient d'Alexander Zverev. Et là, cette année, Stefanos Tsitsipas. Une finale qu'on ne s'attendait pas, en fait, lorsqu'on regardait le début de tournoi. Pas nécessairement parce que les joueurs ont mal fait cette saison. Tim, qui a été très bon toute l'année, emporter sa part de titre. Tsitsipas, lui, qui vient d'aller en chercher un 3e avec ce tournoi, en fait, les finales de l'ATP. C'est véritablement les deux joueurs qui se sont démarqués au cours de ce petit tournoi à la ronde. Et j'ai simplement le match en demi-finale en tête aussi de Tsitsipas contre Federer, qui a été une leçon de la part du Grec au Grand Roger, ce qui semblait surprenant après le match que Federer avait disputé contre Djokovic. Voilà, puis c'était sa deuxième victoire à Stefanos contre Federer cette saison. On se souvient qu'il l'avait battu au Australian Open en début d'année. Mais tu l'as dit, est-ce qu'on pouvait vraiment prévoir que la finale allait être un team Tsitsipas? Probablement pas, là. On a un joueur, bon, évidemment, le team a eu des super bons résultats au fil des ans, mais 4e participation n'avait pas eu de finale encore. Dans le cas de Tsitsipas, c'est encore plus évident, là. Et puis, il n'y a pas plus tard que l'an dernier, c'était un joueur de la Next Gen. Là, il avait gagné d'ailleurs le tournoi Next Gen. Tout à fait. Mais il arrivait là avec ses 3 titres, tous des ATP 250. Puis là, soudainement, il vient battre les 7 joueurs qui, avec lui, sont les mieux classés au monde. On pouvait certainement pas s'attendre à ça, mais c'est vraiment pas volé ce titre-là. Il a joué avec agressivité, mais aussi intelligence toute la semaine. De belles montées au filet, son revers à une main, la pureté même quasiment. Exactement. Là. On avait une belle table en fait en finale avec 2 revers à une main. Ouais. Donc c'était pour mettre l'eau à la bouche pour ceux qui sont fervents de ce revers. Et simplement aussi Tim, je tiens à lui lever mon chapeau pour le tournoi qu'il a disputé. Tout de même, il y avait une portion de tableau, on se souvient, 2 groupes fort ardus du côté de l'Autrichien. Et ses 2 premiers matchs, tout simplement sensationnels, en mesure de battre Novak Djokovic et Roger Federer. Ensuite, subit la défaite contre Matteo Berrettini, mais ça ne voulait absolument rien dire rendu à ce moment parce qu'il avait déjà sa place en demi-finale. Donc, c'était une belle chance pour l'Italien, lui, de signer une victoire dans ce groupe
fort relevé. Puis du côté de Tsitsipas, lui également, a très bien fait lors de la phase de groupe. Ben oui, une seule défaite et c'était contre Nadal. Puis on aurait été plusieurs à penser qu'il ne se serait pas vraiment motivé tant que ça pour ce match-là parce que lui, tout ce que ça changeait pour lui de gagner ou de perdre, c'était son adversaire en demi-finale. Sa place dans le corridor, c'était déjà décidé, le Grec. Mais on ne savait pas s'il avait envie d'affronter Federer ou bien Tim lors des demi-finales. Finalement, il a amené Nadal jusqu'à la toute fin du troisième set. C'était vraiment une belle bataille entre ces deux-là. Puis ça te montre qu'il a vraiment l'attitude d'un guerrier quand il est capable d'amener un joueur de la trempe de Nadal aussi loin dans un match qui a une signification énorme pour Nadal, qui essayait de confirmer de survivre à tout le moins. Oui. Et puis Tsitsipas, lui, qui n'avait pas vraiment d'enjeu dans ce match-là. Exactement. Du côté de Nadal, tout est bien qui finit bien en soi parce que même s'il ne passait pas à la phase de groupe, la défaite de Novak Djokovic confirmait en fait, lui, qu'il allait terminer la saison numéro 1 mondial pour une 5e fois au cours de sa carrière. Donc, l'Espagnol qui termine lui aussi une saison grandiose qui n'était pas parti pour ça, on va se le dire. On se rappellera aussi, là, à notre décharge lors de ces tournois sur terre battue, on ne favorisait vraiment pas Nadal. On avait été critique. Très critique, il faut le dire, mais en même temps, ses résultats, c'est ce qu'il donnait. Mais par la suite, à Roland-Garros, il a enchaîné pour la suite des choses. Il a montré du fort tennis. On va espérer maintenant, encore une fois, puis là, on se le répète, c'est le corps qui doit tenir du côté de Nadal. Même chose aussi du côté de Djokovic. J'avoue avoir été un peu inquiet dans le match contre Federer lorsqu'on voit bien une séquence après un retour de service où il se tient le coude. Toujours inquiétant dans ce cas du Serbe, à mon avis, lorsqu'on voit ce genre de blessure, parce qu'on se souvient qu'elle l'avait tenu à l'écart il y a 2 ans pour une longue période, en fait. Donc, ça va devoir. Ça semble pas si grave pour le moment, mais il faudra suivre avec le début 2020 qu'est-ce qu'il y en est pour Djokovic. Un peu décevant dans son cas, la manière que ça s'est terminé, mais je pense qu'ici, il fallait féliciter Roger Federer pour cette rencontre parce qu'il avait véritablement la bonne stratégie pour battre Novak et les coups étaient en place pour le Suisse. Oui, Federer, à 38 ans, il est encore capable de nous servir des chefs-d'œuvre de match. Puis cette rencontre-là, il était tout simplement intouchable contre Djokovic. Puis je pense que c'est Nadal qui lui doit une fière chandelle. Il doit lui dire merci Roger parce que c'est ça qui a confirmé le premier rang mondial de Nadal. Mais effectivement, là, pour Nadal, on ne savait même pas s'il allait être en mesure de jouer ce tournoi-là. Ça s'est décidé au moment où le tableau est sorti en début de semaine. Et quelle entrée en scène pour Nadal. On se rappellera son premier match contre Daniil Medvedev. Une dure rencontre en 3-7. Et on se souviendra, il perdait 5-1 à la 3e manche. Il est en mesure de remonter la pente pour éventuellement gagner cette rencontre. Puis je pense que ça l'a lancé un peu pour ce tournoi. Puis du côté de Medvedev, mais malheureusement pour lui, joueur de l'année sur dur, joueur de l'année pour la 2e portion du calendrier, même s'il faut inclure Nadal, mais en raison de tous ses matchs joués, toutes ses finales disputées du côté du Russe, n'a pas été en mesure d'enchaîner au final de l'ATP. Mais il faut dire que ça a été une longue saison pour Medvedev aussi. Donc à un certain point, on imagine que le corps se fait ressentir un peu. Et il faut le dire, c'est les matchs contre les meilleurs des meilleurs. Donc, il n'y a pas vraiment de repos dans ces rencontres. On comprend Medvedev d'avoir pris congé pour la Coupe Davis. Ça s'est décidé quelques jours avant le début. Là, ne représente pas la Russie en ce moment, Medvedev. Mais cette finale-là entre deux jeunes, Tim est là depuis un certain moment, à 26 ans, là, mais ça amène quand même la question à 100 $. Est-ce qu'on est enfin rendu au moment où il y a un changement de garde? On dirait que l'an dernier, on avait envie de se commettre un peu là-dessus parce qu'on a vu Zverev gagner le tournoi. On se disait, waouh, quelle fin d'année magistrale de battre les meilleurs comme ça. Ben, ça ne s'est pas concrétisé pour lui. Mais en Grand Chelem, c'est ça. Ça continue d'être le Big Three avec les 12 derniers titres qui leur appartiennent. Est-ce que 2020 va voir un de Daniil, Stefanos, Dominic ou bien même Alexander gagner ces titres-là majeurs? C'est dur à dire. Ouais. On le voit par contre que sur un tournoi donné, ils peuvent chauffer les meilleurs au monde. C'est de savoir sur une longue durée comment ils peuvent gérer un peu tout ce qui est stress, tout ce qui est tous ces résultats en fait du côté des genoux. Parce qu'on voit que les vétérans, ils savent comment se présenter, surtout dans les tournois du Grand Chelem, en fait, ils savent comment s'économiser à certains moments lors d'une rencontre. Oui. On peut le noter. C'est pas pour rien qu'on voit parfois des Nadal, des Federer remporter des matchs 6-4 ou 7-5. On voit tout le temps qu'ils essaient d'éviter ce fameux bris d'égalité, mais ils vont chercher ce bris de service en fin de manche qui fait mal à l'adversaire. C'est dur pour le moral. Évidemment, c'est dur pour la suite de la rencontre. Mais c'est des petites choses qu'on remarque chez les vétérans qu'on n'a pas encore nécessairement chez tous les jeunes. Et c'est aussi d'exceller sur plusieurs surfaces. En ce moment, Tim a fait très bien un tournoi donné sur dur. Il l'avait bien fait aussi en début d'année à Indian Wells, on se souvient. Ouais. Mais par la suite, on l'a seulement vu pour la portion sur terre battue. Tu es complètement effacé sur gazon. Par la suite, on sait ça n'a pas été facile de son côté pour ce qui est de la Coupe Rogers, comme toujours. Donc,
c'est là qu'il va devoir enchaîner. Même chose pour Zverev, c'était une saison qui paraissait tout simplement oubliée de son côté. On l'a revu un peu, c'est pour dire, à la Coupe Laver, en fait, lorsqu'on voyait le petit discours de Federer et Nadal dire que ça pouvait relancer sa saison. On a pas mal fait au final de l'ATP, mais ça a tout pris pour qu'il se qualifie. Puis on parlait quand même du champion en titre et on parle d'un joueur qui est censé se retrouver dans les 5 meilleurs au monde année après année. Donc, pour lui, ça va être véritablement, mais encore une fois, c'est d'enchaîner et d'être capable de faire connaître des résultats en grand chelem. Tsitsipas semble être le plus près, mais encore une fois, ça a été une boîte à surprise lui, dans les tournois d'importance. Donc, ça va être de voir s'il peut enchaîner. Voir ce que peut-être Zverev n'a pas été capable de faire après son titre l'an dernier à Londres. Voir si Tsitsipas lui pourra faire la suite la prochaine année sur le circuit. Mais sachant que Nadal, Djokovic et Federer mettent tout en leur pouvoir pour être à leur meilleur dans les tournois du Grand Chelem, c'est là que le gros du défi se trouve, là, c'est de trouver le moyen de, pendant 2 semaines, pendant 7 matchs, bien gérer ses énergies pour pouvoir gagner ces matchs-là contre... parce que tôt ou tard, tu vas en affronter un membre du Big Three, c'est certain. Mais je serais tenté de dire que Tsitsipas, avec l'aplomb qu'il nous a montré, est un des favoris pour dès l'arrivée en Australie en janvier prochain. J'aime vraiment ton choix. En fait, là, j'aime bien me rabattre derrière Dominic Thiem, mais j'ai l'impression que lui, le bateau commence à passer. Je suis pas certain qu'il va embarquer à temps. Je pense qu'on va continuer à avoir des beaux flashs de lui, évidemment. Il va demeurer pour moi l'un des favoris pour ce qui est de Roland-Garros et donner concurrence à Nadal année après année jusqu'à ce que l'Espagnol lui décide de se retirer. Mais il m'a pas encore assez prouvé qu'il peut être assez solide sur toutes les surfaces et de manière constante pour dire qu'il pourrait chauffer les meilleurs au monde. Ce sera à voir pour le début de la saison. À lui de me faire mentir, je ne demande que ça. Exactement. Puis peut-être un petit mot sur Federer pour terminer. Lui, c'est quand même une année satisfaisante. Là, on est un peu difficile si on dit qu'il n'a pas répondu aux attentes. Évidemment, ça serait très différent s'il y avait eu ces fameuses balles de championnat à Wimbledon qui avaient été concrétisées au lieu d'être renversées par Djokovic. Mais quand même, c'est 4 titres au total pour porter son total à 103 pour sa carrière. En plus des finales, on t'a parlé de Thiem qui avait gagné Indian Wells. Federer avait été finaliste en ce tournoi-là, finaliste aussi à Wimbledon. Puis, semblait dire en conférence de presse que le mot retraite est vraiment pas est vraiment loin dans son esprit. Il veut chasser ce mot-là pour l'instant. Puis pour l'instant, tout ce qu'il fait, c'est se concentrer pour dans 1 mois et demi d'être dans de bonnes dispositions pour le premier majeur en Australie. Et on veut qu'il chasse ce mot en fait de sa tête pour le moment parce qu'on dirait qu'on n'est pas prêt encore à cette transition et ça vient un peu à ce qu'on discutait un peu plus tôt de ces jeunes qui vont prendre la relève. On dirait qu'on n'est pas prêt à avoir un circuit ATP sans un Roger Federer ou un Rafael Nadal pour les prochaines années. Et je vais inclure évidemment Novak Djokovic dans le discours parce que s'il y en a bien un aussi qui a connu une excellente saison, c'est le Serbe de son côté. Là, s'est fait coiffer au fil d'arrivée pour ce qui est de la première place mondiale, mais c'est surtout en raison du brio de Rafael Nadal. Il, lui, a connu quelques pépins. En fait, on se souvient surtout au US Open, a été forcé d'abandonner son match contre Stan Wawrinka. Donc, c'est certain que là, ça devenait compliqué pour lui. Et ensuite, le brio de l'Espagnol l'a aidé grandement. Mais une très belle saison pour le Serbe. Donc, on parle encore d'un Big Three. Est-ce que là, on va pouvoir parler aussi d'un Andy Murray l'an prochain, un peu plus, voir sa progression? Je ne l'inclus pas dans le même discours que ceux qu'on vient de nommer, mais simplement parce que lorsqu'on parle du Big Three, j'ai tout le temps en tête le fameux Big Four avec Murray. Puis là, c'est de voir lui de son côté, c'est très encourageant ce qu'on voit dernièrement, donc à quel point il peut progresser. Oui. Il y a des candidats pour reformer ce Big Four-là. Est-ce que ça sera Medvedev? Est-ce que ça sera Tsitsipas? C'est 2 noms qui sont évidents pour, disons, compléter un Big Four si ça se recréait pour la saison 2020. Félix, non, excusez, j'ai une tout. Non, pas tout ça pour les Canadiens, mais ça permet quand même de dire que nos Canadiens ont connu une très bonne saison, mais on ne va pas se lancer trop vite. Mais je pense que ça nous fait un beau sujet ensuite pour faire le lien avec la Coupe Davis, parce que nos Canadiens sont en train de donner tout un spectacle pour cette version 2.0 des finales de la Coupe Davis qui sont lancées maintenant depuis le début de la semaine. Oui, nouvelle formule, un peu comme la Coupe du monde de tennis, si on veut, 6 groupes de 3 pays. Le Canada est hypothéqué par les blessures, il faut se le dire. Là. On pensait avoir Raonic, mais ça a été un abandon, un forfait juste avant que le tournoi commence. Du côté de Félix Auger-Aliassime, on vient juste de parler de lui, sa blessure à la cheville, ça continue de l'embêter. Donc, jour 1 contre l'Italie, pas de Félix. On se disait peut-être que Dancevic va décider de l'utiliser pour le jour 2 contre les États-Unis, mais ça a tellement bien été contre l'Italie. 2 victoires en 3 matchs. La seule défaite dans le match du double qu'il a décidé de donner une autre journée de repos à Auger-Aliassime et lui aller encore avec le duo
Shapovalov et Pospisil. Puis ben, ça paye. Le Canada a même pas besoin de regarder les matchs entre les États-Unis et l'Italie mercredi durant son congé. Il sait déjà que jeudi, il s'en va en quart de finale. Ça va être soit contre l'Australie avec Nick Kyrgios en avant-scène. La Belgique avec David Goffin, c'est probablement leur seul joueur qui fait vraiment peur du côté de la Belgique, ou la Colombie qui est peut-être l'underdog dans ce groupe-là. Exactement, mais tu parles, je pense, le forfait en fait de Miloš Raonic, l'absence de Félix pour le début de semaine permet de voir en scène l'une des belles histoires de cette deuxième moitié de saison. Certains, si vous êtes amateur de tennis au Canada, encore plus, mais même à travers le circuit, Vasek Pospisil qui est en train de se refaire un nom complètement sur le circuit, lui, depuis qu'il est revenu de sa blessure, tout simplement incroyable. On l'a mentionné lors de nos derniers épisodes, avait enregistré plusieurs victoires en tournoi Challenger, côté de Vegas également de Charlotte. Mais là, il se présente en Coupe Davis contre les meilleurs, et là, il surprend ni plus ni moins que Fabio Fognini, qui est le 12e joueur au monde lors de son entrée en scène. Et je ne sais pas à quel point, évidemment, là, c'est spécial, son capitaine et son entraîneur devaient être satisfaits, devaient grandement faciliter son travail pour la suite des choses, parce que là, il faisait, je ne suis pas obligé de tenter de faire jouer Félix, parce qu'on le voit, Félix, dans les gradins, et tu le vois aussi, il célèbre à chacun des points. Ouais. Sa ferveur patriotique n'est jamais remise en doute. Non. Mais on voit que la cheville ne semble pas trop incommodée de la manière qu'il célèbre, alors qu'il se lance en bas des escaliers. Parfois, je préférais qu'il reste à son siège un peu pour pouvoir jouer le reste de la semaine, mais tout ça pour dire que ça facilite grandement le travail de Dancevic, qui n'a pas besoin de forcer un retour de Félix pour cette compétition. Là, évidemment, ça ne peut qu'inspirer un Denis Shapovalov qui lui aussi connaît d'excellents moments depuis son titre à Stockholm, en fait. Oui, ça serait de voir comment c'est géré du point de vue stratégique, parce que ça devient de plus en plus intéressant, cette décision de Shapovalov de passer outre le tournoi Next Gen. Ça lui a donné 2 semaines complètes après son titre à Stockholm. Puis, il est parti pour jouer beaucoup de tennis cette semaine, là, sachant que le Canada est sûr de jouer les quarts de finale à compter de jeudi. Mais comme tu l'as dit, Pospisil, son 150e rang mondial, il y a un bel astérix à côté. Là. Il joue vraiment pas comme un 150e mondial en ce moment. Ses services, c'est impeccable. Même quand c'est pas des arbres, c'est des premières balles avec puissance au corps. Il a menotté Riley Opelka pendant tout son match, pendant tout leur match de simple mardi en matinée. En double, évidemment, on connaît à quel point il est dangereux aussi. C'est un des bons quand il est en santé. C'est vraiment un atout intéressant. Puis, Shapovalov est par défaut le numéro 1 du Canada. Pas qu'il n'a pas l'étoffe d'un numéro 1, mais on se serait demandé si Félix était complètement en santé, lequel des deux est le réel numéro 1. Mais à date, il a été sollicité beaucoup dans les 2 jours de compétition du Canada dans la phase de groupe. Puis les résultats, ils sont avec des victoires contre Berrettini, un numéro 8 mondial, puis Taylor Fritz. Exactement. Mardi. Tout un match contre Berrettini, 3 bris d'égalité dans cette rencontre, 2h51 minutes. Une chance qu'on joue juste au meilleur des 3 manches et non pas comme l'ancienne version, au meilleur des 5 manches, parce que ça serait invivable pour nos Canadiens. Et je me demandais très sérieusement comment ils allaient faire pour enchaîner aussi rapidement contre les États-Unis le jour suivant. Vasek, lui, c'est certain, parce que les 2 joueurs ont eu à disputer leur match de simple. Shapovalov est revenu sur le terrain, il lui a pris 2h51, 1 heure et demie plus tard pour jouer le double. Certain que c'est moins hypothéquant pour le corps de jouer le double, on le voit bien, il y a moins de déplacements, c'est surtout ce qui est des réflexes, de finesse, mais c'est tout de même un match de tennis qui doit être joué. Et dès le lendemain, on retrouvait Vasek sur le terrain et Shapovalov, et là, on ne jouait pas non plus contre des pieds de céleri. C'est très compliqué de jouer contre Ryan Opelka, surtout sur le plan de la concentration, parce qu'on ne peut pas avoir de relâchement lorsqu'on est à son service. Et ensuite, il ne faut pas non plus tomber dans la frustration lorsque c'est l'adversaire qui est en train de servir et qu'il passe des as tout bord, tout côté. C'est de saisir sa chance. Évidemment, Pospisil a été en mesure de le faire, lui, lors des bris d'égalité. Et finalement, Denis Shapovalov, lui, qui est en mesure d'enregistrer des bris de service lors de ses rencontres pour se faciliter un peu la tâche, parce que contre Berrettini, il n'y avait eu aucun bris. Voilà. Il était en mesure d'en enregistrer contre Fritz sa première manche, mais il a tout de même eu le bris d'égalité. Puis c'est finalement la deuxième manche qui a été en mesure de se sauver avec le 7. Ça a été compliqué, par contre, de terminer cette rencontre. Là, juste pour vous dire, on était en train de visionner le tout au moment d'enregistrer, puis on espérait que ça se termine rapidement. Et finalement, le Canadien a tenu bon. Oui, il y a eu 2 balles de bris pour Fritz pour ramener le tout à service égal. Puis rendu là, j'allais dire si la foule embarque, mais honnêtement, les 2 duels à date, le Canada a un large avantage sur ses rivaux par rapport au soutien de la foule. Je pense qu'il y a environ 400 supporters canadiens qui ont l'air d'être en groupe, je sais pas, qui font énormément de bruit pour encourager Vasek et puis Denis. Puis c'est le fun, évidemment, ça te donne un gros boost d'énergie.
Ça va être à voir si le reste de la semaine, ça va être encore un avantage aussi important au niveau des supporters pour les Canadiens. Tout à fait. Je pense que le mot-clé, tu l'as mentionné dans ton intervention, c'est le mot énergie. Comment on va être capable de gérer tout du côté de Dancevich aussi, parce que pour lui aussi, c'est une toute nouvelle formule. Comment il va gérer ses joueurs, ses troupes. C'est certain que d'avoir Félix de côté pour les 2 premières confrontations, c'est un luxe qu'il ne pensait certainement pas pouvoir se permettre et accéder aussi facilement évidemment, entre guillemets, au quart de finale. Mais là, ça va être de voir justement comment que Pospisil et Chapovalov vont pouvoir enchaîner. Et là, c'est difficile de dire quel joueur tu vas préférer pour le simple. Félix qui n'a pas joué depuis un certain temps. Contre, évidemment, là, ça va être la crème de la crème. On a parlé de la Belgique. Je ne m'attendrais pas à avoir nécessairement un Félix contre un David Goffin. Je m'attendrais plus à avoir Chapovalov et Félix contre le deuxième joueur de la Belgique. Mais c'est de suivre. On ne peut pas non plus se permettre d'erreur parce que c'est des confrontations au meilleur et simplement une joute. Le gagnant accède au prochain tour. Ouais. Évidemment, Pospisil, ce serait un peu crève-cœur pour lui de simplement rester avec le double, mais il a rempli plus que son mandat. On s'entendait à bien moins de sa part. Je pense que c'est véritablement lui qui a lancé le tout contre Fognini. Par la suite, Canada, il doit une fière chandelle. Puis on le connaît pour ses succès en Coupe Davis. Ce n'est pas une première. Puis ça prenait un vétéran, je pense, dans l'équipe. On espérait un Milos Raonic. Mais finalement, Vachek répond parfaitement aux attentes. Voilà, c'est des décisions qui vont être délicates à prendre malgré tout parce que il y a seulement Félix et l'équipe Canada qui sait à quel point ça va de mieux en mieux son état. Est-ce que jeudi, il y a de bonnes chances qu'il se rapproche de 90-95%? Peut-être. Puis là-dedans, il faut aussi penser, est-ce que Braden Schnur est un simple touriste, un simple spectateur? On est allé le chercher quand on a su que Raonic ne pourrait pas participer du tout au tournoi. Est-ce que ça s'inscrit dans la stratégie de Dancevich d'utiliser justement le fait qu'il a des jambes fraîches, Schnur, à un moment ou un autre? On verra, on a encore quelques jours pour voir tout ça. Exactement, donc ça va être à suivre évidemment, le tournoi qui se poursuit pour le reste de la semaine. Ouais, puis ça va être intéressant malgré que bon, il y a plusieurs bons joueurs qui n'y sont pas. Si on regarde un peu les autres pays, on a parlé de Federer qui n'y est pas, Medvedev en raison de la fatigue. Évidemment, Tsitsipas a fait le choix auquel on s'attendrait en n'étant pas là. Puis finalement, il y a Zverev aussi qui n'est pas là. Donc, quand même quelques très bons joueurs qui sont des numéros 1 pour leur pays, qui ne sont pas présents. Est-ce que la porte va s'entrouvrir pour le Canada? C'est bien parti. Exactement, jusqu'à maintenant. Puis c'est un peu, je dirais pas décevant, mais il fallait s'y attendre en même temps. On espérait que cette nouvelle mouture de la Coupe Davis allait permettre justement aux joueurs les mieux classés d'arriver et de vouloir représenter leur pays. Mais je crois que ce n'est pas une question de volonté de la part des joueurs, c'est tout simplement le calendrier qui est tellement exigeant. Puis là, on parle justement des meilleurs au monde qui viennent de disputer les finales à Londres. Ça commence à faire du tennis enchaîné. Puis on sait que pour ces joueurs justement qui ont disputé le dernier tournoi, c'est jouer sans cesse des matchs contre les meilleurs au monde. C'est très exigeant. Certains se méritent quelques congés par la suite. Donc, je crois que c'est simplement le moment où le tournoi est disputé qui fait en sorte qu'on a autant d'absents chez les grandes têtes d'affiche qu'on aurait évidemment souhaité pour ce premier tournoi Coupe Davis Formule 2.0. Ouais. Puis un dernier commentaire peut-être pour ma part sur la Coupe Davis. Je serais curieux autant du résultat des rondes éliminatoires que de voir à quel point... Est-ce que ça va être un fiasco au point de vue... marketing, tout ça, on sait que il y a beaucoup de gens qui ont des doutes par rapport à cette nouvelle formule-là. Ces finales-là à Madrid, c'est organisé, je crois, par Gérard Piqué, le joueur, la vedette espagnole de soccer. Disons que je regardais les défilés puis les présentations des joueurs dans certains coins du stade où ça se passe, puis il n'y avait pas grand monde. Hein. Mm-hmm. Quand tu présentes les joueurs de la France, puis il y a à peu près 4 personnes pour les applaudir, dont les capitaines, on dirait que c'était un peu fou de ce côté-là. Est-ce que ça avait l'air un peu fou de ce côté-là? Est-ce que dans les demi-finales puis les finales, ils vont réussir à remplir le stade? On serait tenté de croire que oui, mais en tout cas, à date, ça a l'air un peu bizarre de ce côté-là. Mais c'est quelque chose de remplir les stades, mais c'est quelque chose aussi de recréer cette ambiance qui était si typique à la Coupe Davis ou encore à une Coupe Fed, mais surtout en Coupe Davis, on le notait lorsque une équipe allait jouer en terrain hostile chez l'adversaire. C'était véritablement compliqué, c'était véritablement une guerre dans les gradins et l'officiel devait sans cesse répéter aux gens de se taire quelque peu parce que ça changeait du tennis traditionnel. Mm-hmm. Pour le moment, j'ai l'impression qu'on assiste à un tournoi de bonne qualité avec des joueurs qui représentent leur pays. Mais ce n'est pas nécessairement, ce que je dirais, l'ambiance d'une Coupe Davis pour le moment. Certain que les partisans canadiens se font entendre. Là, je ne le cacherai pas lors des matchs qu'on a visionnés, mais je ne me rapproche pas à ce qu'on voyait du côté ambiance. Donc, pour le moment, ça va être à travailler de ce côté. Oui. Bon, c'est bon pour du côté de la Coupe Davis. On va continuer de suivre ça jusqu'à dimanche avec les finales. Peut-être
Un dernier coup de chapeau pour terminer de mon côté. Les retraites du côté de l'ATP, il y a eu quelques joueurs qui ont annoncé qu'ils rangeaient leur raquette. Puis on en a profité avec les finales de l'ATP, comme c'est souvent coutume, pour les applaudir une dernière fois. On savait depuis longtemps que David Ferrer c'était terminé. Je pense que c'était au printemps qu'il a disputé ses premiers matchs en 2019. Mais il y a quelques autres noms qui méritent d'être mentionnés, à commencer par le Tchèque Tomáš Berdych. Tout à fait, un des joueurs qui a marqué pas la dernière époque. Resté longtemps en fait membre du top 10 jusqu'à temps qu'il ait cette blessure. En fait, il est resté dans le top 10 sans interruption de 2010 à 2017 en fait de son côté. Je vous dirais que simplement jamais été en mesure de remporter un tournoi du Grand Chelem. C'était tout le temps un peu le mal-aimé du top 5 lorsqu'il se hissait dans le lot. Un peu comme Ferrer, d'ailleurs. Exactement. Il y a eu cette finale de son côté à Wimbledon en 2010, mais il semblait tout le temps manquer cette petite étape supplémentaire, non pas nécessairement dans son jeu, mais sur le plan de la concentration du côté du Tchèque, mais il a connu une très belle carrière. C'était l'un des adversaires que tu ne voulais pas affronter. Soit, oui, tôt dans le tournoi, évidemment, mais plus le tournoi avançait, ça pouvait être compliqué, mais il y a des joueurs, on dirait, comme le top 3 mondial avait la recette pour le battre et ça a toujours été compliqué pour lui, justement, de passer à cette prochaine étape. Malheureusement, c'est des blessures, en fait, au dos qui font en sorte qu'il doit se retirer, mais une belle carrière quand même pour le Tchèque. À 34 ans, je l'écoutais parler, il a l'air très serein avec sa décision. Il savait que son corps ne lui permettait plus d'œuvrer à un haut niveau. Donc, il avait l'air, c'est ça, très serein de partir. Puis, au volume, a fini par gagner 13 matchs contre le Big Three. Disons jamais dans des situations importante. Là. Il y a eu quand même sa finale à Wimbledon en 2010, donc ça mérite d'être souligné. Puis aussi 2 titres de la Coupe Davis avec la République tchèque. Donc il n'a pas seulement été un excellent joueur sur le circuit ATP, mais a aidé à aller chercher des trophées pour sa nation. Exactement. Parmi les autres joueurs qui ont pris leur retraite, en fait, avant d'enchaîner avec des joueurs de simple, il faut mentionner, en fait, je crois, les frères Bryan qui, eux, ont marqué... si on veut, le double au cours des dernières années. Depuis, en fait, c'est tout simplement historique ce qu'ils ont fait, les frères Mike et Bob Bryan, qui ont annoncé, eux, en fait, qu'ils disputeraient, oui, une dernière saison, mais qu'ils se retireraient après les internationaux des États-Unis l'an prochain. Donc, le dernier US Open, ces joueurs qui l'ont remporté 5 fois. On parle de 16 titres Grand Chelem, en plus d'une médaille d'or olympique. Ils ont tout simplement réécrit le livre des records pour ce qui est du double. Et au fil des dernières années, si vous suiviez le double, c'était, oui, on avait Daniel Nestor en tête, mais c'était véritablement les frères Bryan qui étaient la tête d'affiche pour ce qui est des différents tournois. Ouais. Ils disent qu'ils veulent se retirer à un moment où ils peuvent encore compétitionner sur le circuit, qu'ils sentent qu'ils peuvent l'emporter, qu'ils ne sont pas simplement, ils ne sont pas figurants tout simplement dans un tableau. Donc pour eux, c'est le moment, avec cette dernière année ensuite, de quitter. Oui, c'était, comme tu dis, dans le double masculin, il y a trois noms qui revenaient toujours, puis c'était celui de notre Canadien Daniel Destor, puis les jumeaux Bryan. Oui, vraiment, là, ils ont marqué leur sport dans le volet du double. Tout à fait, pour compléter leur fiche, c'était un total de 118 titres, les deux joueurs, donc c'est simplement hallucinant. Donc, mentionné, on parle peu du double, c'est vrai, mais pour ce qui était de Nestor, on se souvient, mais là, les frères Bryan qui prennent leur retraite. Donc là, on parle vraiment d'une tournure importante pour ce qui est du tennis dans ce volet. Je sais que les bourses sont souvent moins intéressantes en double, mais je suis convaincu qu'ils ont fait de bien belles bourses en gagnant autant de tournois, 118 titres, dont plusieurs grands chelems. C'est mérité. Tout à fait. C'est une fenêtre qu'on voit moins le double, mais c'est super intéressant à regarder comme jeu. Là, on a la chance peut-être à Coupe Davis, mais lorsqu'on voit les joueurs sur les Challengers au Québec, ou même évidemment si vous avez la chance d'aller à la Coupe Rogers, aller sur les terrains un peu annexes au central, ça vaut vraiment la peine de simplement les regarder un match de double. C'est très rapide, c'est très stratégique, c'est vraiment plaisant à regarder. Donc c'est un circuit qui gagne peut-être à gagner au niveau de la visibilité, mais c'est certain que ce ne sont pas les têtes d'affiche. On voit plus en plus de joueurs de simple à aller jouer. C'est certain que c'est intéressant de voir un Federer aller jouer en double ou voir ces petites équipes, si on veut, de rêve qui se forment. Mais c'est vraiment intéressant à suivre. Puis ça relève également de l'exploit, tout ce qu'ils ont réalisé, les frères Bryan, au fil de leur carrière. Oui, je pourrais pas plus être d'accord avec tout ça. Pour enchaîner là-dessus, peut-être d'autres noms qui se sont retirés durant cette saison 2019. Il y a le Chypriote Marcos Baghdatis. On a l'impression que ça faisait 25 ans qu'il était sur le circuit, mais il est encore très compétitif. Moi, j'adorais regarder ses matchs, même à son âge avancé de la mi-trentaine. Là. Il est encore super beau à avoir joué. C'est un départ pour la retraite pour lui. Il y a aussi Nicolas Almagro. À 33 ans seulement, il faut le dire. Jouait très bien Almagro sur terre battue, oui. Comme plusieurs Espagnols. A eu de beaux résultats à Roland-Garros avec des quarts de finale là-bas. Et puis, on le sait, Mihail Youzhny qui est devenu le coach de Denis Shapovalov dans l'année suivant
la fin de sa carrière de joueur. Et puis finalement, pour rester, on revenait du côté du double, Max Mirny, le plus vieux de cette cuvée-là, à 42 ans, qui prend sa retraite. Puis je soulignerai que de tous ceux qu'on a nommés, c'est le seul qui est plus âgé que le grand Roger Federer, qui roule encore sa bosse et qui gagne des matchs contre Novak Djokovic au final de l'ATP. Mais ça rend la chose encore plus impressionnante quand tu y penses qu'une cuvée de joueurs retraités comme ça ont 2, 3 et 4 ans de moins que le grand maestro. Tout à fait, tu fais très bien de le mettre en perspective. Une chance que tu es là pour nous relever ce genre de statistiques. Je suis là pour ça. Qui parle, on va le mentionner. De mon côté, j'aurais d'autres peut-être un autre tour d'horizon à faire, un tournoi de moindre importance, mais on mentionnait en long en large au fil de la saison les ennuis d'Eugénie Bouchard, mais là, cette séquence de défaites a pris fin à 13 officiellement du côté de Houston. Malheureusement pour la Québécoise, elle a dû se retirer avant son match, je crois que c'était 8e de finale, en fait, une blessure à un pied, mais elle a tout de même signé 2 victoires. Sa deuxième a été par abandon de son adversaire, mais elle a mis fin à sa séquence de 13 revers du côté de Houston, donc mentionné du côté d'Eugénie. Et il y avait également une autre belle histoire du côté de ce challenger, du côté masculin québécois, Alexis Galarneau, qui a fait écarquer les yeux parce qu'il a tout de même mis certains beaux noms à son tableau de chasse lors de ce tournoi. J'ai en tête notamment l'ancien top 40 Donald Young qui est parvenu à vaincre. Il s'est rendu jusqu'en quart de finale. En fait, du côté du Québécois, on parlait d'un joueur qui était classé 562e mondial, finalement perdu contre Ivo Karlovic. Donc, quand même eu une belle progression, puis un beau tournoi du côté de Galarneau. Ouais, c'est super, il faut le dire. 4 victoires au total a amené Karlovic vraiment au bout de ses retranchements, si on veut. Il menait 5-4 au deuxième set, aurait même pu amener Karlovic à une troisième manche avec un petit peu plus d'opportunisme, mais... il faut le dire, là, Galarneau lui est passé du côté de la NCAA, jouait à North Carolina State, a décidé d'y aller comme ça pour son développement. Et puis ça a l'air de lui réussir en ce moment-là, à 20 ans seulement. Des belles victoires comme ça sur le circuit Challenger, c'est prometteur pour lui. Exactement. Pour terminer... je veux te lancer des fleurs, Max. On avait parlé au dernier épisode de l'ATP Next Gen. Tu surveillais Yannick Sinner. Tu as bien fait de le surveiller parce qu'il faut dire qu'il a connu un excellent tournoi. Il était en mesure de vaincre celui qu'on avait établi comme favori que je semblais mettre seul dans ce tournoi. Au moins, il s'est rendu en finale, mais Alex de Minaur. Mais je voulais quand même mentionner cette mouture. Donc, honnêtement, je ne suis vraiment pas friand du pointage à 4 points. J'ai vraiment de la misère à un match qui est décidé aussi rapidement, mais pour l'occasion, donc l'Italien Yannick Sinner qui l'emporte. Donc, c'est lui qui remporte l'ATP, les finales de Londres l'an prochain. C'est ça qu'il faut en décider. Oui, je pense qu'il faut associer les deux, évidemment. C'est la logique même, mais merci, je prends ça avec beaucoup d'humilité, cette prédiction. Mais en fait, je pense que j'avais simplement prédit que Sinner était la plus grande menace à ce que de Minaur l'emporte, mais j'aurais quand même prédit moi aussi que l'Australien allait l'emporter. Et puis, je vais avouer aussi que je n'ai pas regardé énormément de matchs de ça parce que ce fameux format, le premier rendu à 4 jeux, je suis simplement pas capable. Mais c'est difficile de tout simplement enchaîner chacun des matchs. Ils jouent en moins de 30 minutes, donc si tu ne te présentes pas à l'heure, honnêtement, c'est le genre de match où tu peux rater complètement ce qui vient de se passer. Mais c'est la plateforme pour tenter des choses. Au moins, le circuit est ouvert à ça, tenter des nouveautés. Je crois que c'est vraiment le tournoi pour le faire. Donc, on va saluer au moins cette initiative du côté de l'ATP et saluer ici la victoire de l'Italien. Oui, puis je vais être curieux de savoir à quel point est-ce qu'il peut progresser en 2020. Sinner, il est arrivé dans le portrait à quelque part au printemps, puis je l'ai suivi de près depuis. Il a disputé de très beaux matchs, pas toujours des victoires nécessairement, mais il a amené de très bons joueurs loin dans des matchs de 3-7 autant que dans des matchs de 5-7. C'était franchement impressionnant pour un jeune qui n'a pas encore la vingtaine. Exactement. Je crois, Max, ça commence à faire... On sent la fin, là, tranquillement, de cette saison, de notre côté aussi. Là. Il resterait sensiblement un autre épisode pour revenir sur cette Coupe Davis avec vous. Là. On suit évidemment les Canadiens font en large. Là. Déjà, les quarts de finale, fort intéressants, donc on va revenir avec vous de ce côté. Mais si la saison de tennis, elle se termine, pour ce qui est de notre balado, c'est loin d'être le cas pour tous les autres balados qu'RDS vous offre. Tu as bien de le dire, oui. Évidemment, avec la plateforme iHeartRadio, évidemment iTunes aussi, Spreaker, mais là, on parle... différents balados long en large dans la cage pour ce qui est des arts martiaux mix. J'en oublie évidemment chaque fois, mais le sac du corps avec la Coupe Grey qui se dispute en fin de semaine, la NFL qu'on rentre un peu dans le dernier droit là, où on voit justement les équipes qui se tentent de se classer. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. On jase sur la glace. C'est certain que je vais en oublier, là, le compte de 8. T'en laisses sur la glace? Oh, bien dit, Max. Oh, quel humour décapant. Je crois que c'est sur ça qu'on va dire le mot de la fin. Donc, on vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous. Puis on se souhaite bon tennis, même s'il en reste très peu. Exactement. Bon tennis tout le monde. À bientôt.